Hop, bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous nous entendiez bien? Peut-être envoyer un petit message, oui ou non, dans le chat. super. Merci. Super, merci Yann. Du coup, on va démarrer. Je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Jad Elabert. Je suis étudiant ingénieur à l'École centrale de Nantes. J'ai fait des études en énergie et transport. Et je suis actuellement consultant stagiaire chez Indigo. Indigo, qui est un cabinet de conseil et ingénierie en développement durable. Indigo touche à pas mal de thématiques sur le développement durable, que ce soit sur tout ce qui est énergie et bâtiment, sur tout ce qui est aménagement urbain et mobilité, et puis aussi les sujets des déchets et de l'écologie industrielle. Avec moi, il y a Guillaume. Guillaume, je te laisse te présenter. Ouais. Moi, je suis donc Guillaume Lucas, je suis le directeur adjoint du département Territoire, Aménagement, Mobilité. Je suis économiste à la base et ingénieur de Polytech Tours. Et je pilote donc le volet mobilité. Je fais beaucoup d'études de motorisation et de transition énergétique sur les motorisations, dont en ce moment la thématique hydrogène qui revient régulièrement. D'accord. Je vous propose tout de suite que Jade attaque. Donc, l'hydrogène, on parle beaucoup actuellement de couleurs d'hydrogène et de sources il y a plein de sources de production. Donc, est-ce que tu peux nous éclaircir un peu quelles sont les sources dont tu vas parler dans la suite? Ouais. Donc l'idée de nos évolutions, c'est vraiment la transition énergétique. Donc c'est de partir sur de l'hydrogène qui soit neutre en termes de carbone. Donc on parle d'hydrogène vert, produit à partir de sources d'électricité renouvelables. C'est les développements du moment, c'est ce qui nécessite beaucoup de R&D à ce moment. À l'inverse, on a l'hydrogène gris où la technologie est mature, elle existe depuis une quarantaine d'années, qui est produit notamment pour la filière industrielle, qui est basée sur le gaz naturel, sur le pétrole, par vaporéformage. Voilà. Donc évidemment, nous, on se concentre sur la partie verte, la partie supérieure. D'accord. Et vu qu'on parle pas mal actuellement à propos de l'hydrogène en France et dans le monde, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les opportunités pour cette filière-là et puis dans la suite nous décrire l'état des lieux actuel? Ouais, en deux petites slides, mais c'est vrai qu'en ce moment le sujet est extrêmement porteur pour plusieurs raisons. Depuis 2018, il y avait un plan d'hydrogène à 100 millions d'euros pour soutenir la filière. Avec le plan de relance en 2020, il est passé à 7,2 milliards d'euros. Il y a l'équivalent, le même en Allemagne. Donc on a un énorme effet booster sur ce sujet-là, à la fois dans la partie filière de production et à la fois dans la partie filière d'usage. Donc ça avance énormément. On a un contexte réglementaire réglementaire qui l'accompagne bien. C'est les zones à faible émission qui va imposer finalement des normes d'émission pour les véhicules qui vont circuler dans les périmètres intérieurs aux périphériques de pas mal d'agglomérations françaises. Donc ça va être un élément clé pour les poids lourds. Le contexte économique qui pousse bien, et puis l'incitation à avoir des véhicules propres qui s'accompagnent de tous ces mots-là. Ouais. Les appels à projets, typiquement en ce moment, les 26 derniers qui sont sortis, il y en a une trentaine qui ont été déposés en mars, il y en a encore une trentaine qui va être déposée en septembre, donc on va avoir une foison de projets d'hydrogène et d'électromobilité sur l'ensemble du territoire français. Et puis je vous disais, les ZFE, elles sont ici. Toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants vont devoir en mettre en place à partir de 2025. On peut clairement dire qu'à partir de 2030, on ne pourra plus circuler dans des centres-villes avec des véhicules thermiques. Et donc, voilà, ça posera des vrais problèmes en matière de transport de personnes et de transport de marchandises pour les poids lourds, principalement. D'accord. Et vu qu'on parle de bus à hydrogène, déjà, pourquoi pas commencer par son principe de fonctionnement? Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement son principe de fonctionnement? Oui, on a deux modes. Alors, tout tourne autour de la pile à combustible. La pile à combustible transforme l'hydrogène en eau en y injectant, enfin, en récupérant
de l'oxygène. Donc il y a deux modèles. Il y a les modèles avec Range Extender qui fonctionnent de cette façon. En fait, on a un rack de batterie principal qui représente le plus de la puissance, qui alimente le moteur électrique, et la pile à combustible, un peu sur un modèle hybride, vient recharger les batteries. Et on a ce qu'on appelle l'hydrogène exclusif, qui est plutôt la tendance actuelle de développement, qui est une pile à combustible plus puissante que la batterie, à l'inverse. Et en gros, c'est la pile à combustible qui alimente le moteur, et la batterie vient pour fournir des surplus d'énergie lorsque le couple du moteur est fortement sollicité, histoire de pas trop sursolliciter la pile. Donc voilà, donc ça c'est les deux approches de véhicules qui fonctionnent aujourd'hui. Oui. Et donc, pour parler un peu plus des différentes motorisations de bus, on parle aussi beaucoup de bus électriques. Donc, est-ce que tu peux nous donner des éléments de comparaison par rapport à l'électrique? Oui, vraiment la problématique qu'on rencontre quand on essaye de faire muter. Donc aujourd'hui, les bus électriques sont une technologie relativement mature, qui fonctionne bien, les coûts ont extrêmement baissé, et donc la question est pourquoi partir sur une nouvelle technologie comme l'hydrogène pour essayer de faire fonctionner des réseaux de bus, pour au moins deux raisons principales. C'est les temps de charge. Donc sur des réseaux fortement cadencés, sur des réseaux où on sollicite beaucoup les véhicules, l'hydrogène nous permet d'avoir des temps de charge de 5 à 15 minutes. C'est sans commune mesure avec une charge de batterie électrique, ou même avec un superchargeur. On ne pourra pas se passer de rester quelques heures stationné pour charger le véhicule, et sur certains réseaux, on ne peut pas se le permettre. L'autre élément, et qui est corrélé, c'est l'autonomie. Un bus à hydrogène peut tourner à peu près 400 km, un bus électrique plutôt autour de 200. 200 km, c'est un seuil qu'atteignent pas mal de lignes, notamment des lignes qui commencent à tourner dans les premières couronnes, donc qui font un petit kilométrage. Et du coup, on a des vraies problématiques, parce que essayer d'alimenter un bus en cours de route au moment d'une régulation ou d'un système comme ça devient très vite tendu sur l'exploitation du réseau. Donc on est vraiment là-dessus, et encore plus demain pour les cars qui font de l'interurbain, où là on est vraiment sur ces problématiques-là. L'avantage de ces deux technos, c'est vraiment le bruit et l'absence de vibration. C'est un véritable confort pour les voyageurs, et c'est ce qui va certainement amener à ce que ces technologies-là, électriques et hydrogène, prennent le pas, parce que c'est sur-sollicité et par les conducteurs et par les voyageurs. Problématique de l'hydrogène, c'est qu'on n'a pas de couverture aujourd'hui en matière de station. Un petit point rapide, puisque on est sur une thématique d'ingénieur. Tout l'enjeu en fait de savoir si l'électrique ou l'hydrogène va gagner se traduit ici en fait. Tout dépend de la masse d'énergie qu'on veut transporter. Pour l'hydrogène, en fait, on a un ticket d'entrée qui est assez élevé, parce qu'ils font une bonbonne de gaz qui pèse extrêmement lourd pour réussir à conserver l'hydrogène, le protéger puisqu'il est explosif, et puisqu'il est très volatile. Donc du coup, on est sur une bouteille de 130 kg pour contenir 5 kg d'hydrogène. Mais parallèlement, 5 kg d'hydrogène, c'est 150 kW d'énergie, alors que pour avoir 150 kW d'énergie avec une batterie lithium-ion, il me faut pas loin de 3000 kg de batterie. Donc tout l'enjeu va se faire sur si je veux transporter beaucoup d'énergie, il me faut de l'hydrogène. Si j'ai finalement peu de masse, comme pour un vélo, j'ai plutôt intérêt à être sur de l'électrique. Autre élément de coût, aujourd'hui, on a, pour sortir 100 kW à la sortie du moteur électrique, on a besoin de 134 kW d'électricité avec une batterie. On a besoin de 233 kW d'hydrogène pour sortir 100 kW. Parce qu'aujourd'hui, on a des problématiques sur le rendement de la pile à combustible, mais on peut faire le pari que la R&D, tous ces éléments-là vont accélérer les choses, et que du coup, on devrait avoir une évolution. Je ne parle pas encore de tout ce qui est en amont, c'est-à-dire le fait que l'hydrogène en amont, pareil, on a encore des problématiques de rendement sur l'électrolyseur. Mais voilà, dans l'idée, c'est ces éléments-là. Ouais. Effectivement, la question a été posée pendant que vous étiez en train de présenter, mais bon, vous avez bien répondu à la question, je pense. Et donc, autant faire une petite comparaison aussi avec les bus qui fonctionnent au bio-GNV, pas le GNV.
Ouais. Tu peux me donner quelques éléments de comparaison là-dessus? Bah, ouais, très rapidement, aujourd'hui, on a une technologie de BioGNV qui est aussi assez mature. Alors, on parle de BioGNV, hein, pas de GNV, sinon on n'aurait pas d'intérêt en termes d'émissions. Donc voilà, tout évolue sur les maturités technologiques, sur le prix du véhicule, sur l'autonomie. Par contre, en termes de confort et tout ça, à terme, ces motorisations électriques finiront, je pense, par l'emporter. Voilà, un BioGNV reste un moteur qui est thermique et qui fait du bruit, qui vibre. Voilà, ça restera toujours ces éléments-là. Ouais. Et ensuite, est-ce que tu peux nous donner des éléments économiques sur l'acquisition Ouais. d'un bus hydrogène? Alors, on est vraiment sur une technologie en cours de développement, hein. Aujourd'hui, l'hydrogène vert, et j'aime bien la remarque d'Adrien, c'est toute la problématique, c'est ça. C'est on a un hydrogène vert, on produit de l'hydrogène qui est un vecteur de transport d'énergie, et on le réutilise. Mais aujourd'hui, l'hydrogène vert sort entre 8 et 15 euros du kilo. L'hydrogène gris est plutôt à 2 euros du kilo. Donc, pour vous faire un ordre de grandeur. Ce prix devrait baisser d'environ 50%, c'est des sources convergentes, d'ici 2030. Ça restera à 5 à 8 euros du kilo. Donc pour l'instant, ça reste une technologie qui est principalement portée par la puissance publique, qui finalement soutient la R&D en faisant tourner déjà des premiers véhicules. On a travaillé pour des flottes de véhicules de marchandises. On est aujourd'hui sur des TCO, des coûts d'exploitation qui sont trop importants par rapport à l'enjeu, enfin l'enjeu économique est trop important par rapport à l'enjeu environnemental. On est par contre sur une filière qui bénéficie de subventions très importantes qui permettent de réduire progressivement les coûts. Donc on va avoir une convergence des coûts, mais plutôt d'ici 10 ans. Donc là, tout l'enjeu, c'est voilà, de savoir qui sera un peu le plus rapide sur tous ces éléments-là. Je n'ai pas la réponse, hein, évidemment, mais voilà. D'accord. Synthétiser, en équipement, il y a quelques équipements d'atelier à prévoir. Le fait de pouvoir travailler sur le toit du véhicule, mais ça devient une norme parce que les climatiseurs sont sur les toits des véhicules, le gaz est sur le toit du véhicule, donc ça devient une norme à peu près dans n'importe quel atelier. Après, il y a toute une thématique sur l'évacuation des gaz, donc il faut des ateliers aérés parce qu'on est en train de jouer avec du gaz. Thématique d'achat, un bus à hydrogène, c'est 650 000 euros, un bus diesel, c'est 250 000. Avec les jeux des subventions, on peut descendre à peu près à 400 000 euros, mais ça reste voilà, des coûts importants. En exploitation, à 9 euros du kilo à peu près, un fonctionnement au kilomètre d'un bus hydrogène, c'est 89 centimes du kilomètre. Un bus diesel aujourd'hui, c'est 37 centimes du kilomètre. Donc on est sur des coûts d'énergie qui sont encore très élevés par rapport à ces éléments-là. En maintenance, si comme le véhicule électrique, en fait, l'hydrogène amène plutôt des maintenances plutôt faibles en termes de motorisation, en termes d'usure du véhicule, parce qu'un moteur électrique, bah, c'est juste génial à exploiter et ça fait pas le bonheur des mécaniciens. À l'inverse, la pile à combustible aujourd'hui, pareil, nécessité de développement technologique. Au bout de 7 ans, il faut changer la membrane. Et changer une membrane, ça revient à changer une pile à combustible. Donc voilà, donc on est sur un vrai sujet. Et maintenant, curative, bah, on attend de voir, mais il y a pas mal d'aléas là-dessus. Ouais. Et donc, si on prend la chaîne de valeur globale de l'hydrogène, à ton avis, quelle sera la maille la plus faible dans cette chaîne? C'est clairement la question de l'alimentation, de l'approvisionnement. On a pas mal de filières aujourd'hui qui vont être capables de produire de l'hydrogène. Encore faut-il être capable d'acheminer l'hydrogène jusqu'à la pompe. Et encore faut-il que cette pompe elle soit à proximité des véhicules. Donc vraiment, tout l'enjeu est là-dessus. Et l'enjeu qu'on a dans les projets qu'on porte, c'est la temporalité. Ça sert à rien de produire de l'hydrogène si on n'est pas capable de l'utiliser, puisqu'il est très compliqué à transporter. Et ça sert à rien de trouver des solutions d'usage de l'hydrogène si on n'est pas capable d'en produire, parce qu'il est très cher à transporter, et donc du coup, ça va entraîner des surcoûts énormes. Du coup, dans les stratégies qu'on mène, on essaye à peu près un semestre d'investir dans une flotte qui va avoir assez vite un électrolyseur pour produire de l'hydrogène vert localement. Sinon, donc ça, c'est un enjeu qu'on ne trouve pas sur l'électrique, qu'on ne trouve pas sur le gaz. On peut toujours s'alimenter temporairement sur un réseau de gaz, même si c'est du gaz gris, en disant derrière qu'on va trouver du biogaz. Sur l'hydrogène, on a vraiment cette problématique-là aujourd'hui de synchronisation des calendriers. D'accord. Voilà.
Derrière, à la suite de la présentation, il y a un benchmark. On vous a fourni quelques éléments de benchmark sur les modèles de véhicules. Les déploiements aujourd'hui d'hydrogène, une présentation d'un LIGO et l'ACV d'un véhicule léger. En passant. Voilà. Ouais. Il nous reste un peu moins de 5 minutes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Voilà. Et voilà, moi, je vois la question d'Adrien. Clairement, c'est si on a de l'électricité, c'est comme on dit, hein, c'est avec de l'hydrogène vert, c'est-à-dire on a une source d'énergie renouvelable, il faut la stocker, on la stocke sous forme d'hydrogène et l'hydrogène derrière on l'utilise. Si c'est pour brancher un électrolyseur sur le réseau et transformer en hydrogène pour charger un véhicule, c'est juste totalement aberrant. Dans ces cas-là, autant prendre un véhicule électrique. Voilà. Ouais, c'est clair. D'autres questions? Sinon, je peux poser moi-même une question sur les coûts d'acquisition, Guillaume. Ça tourne autour de combien à peu près un bus hydrogène? Ouais, à peu près 650 000 euros. C'est pas négligeable hein, aujourd'hui. Enfin voilà, c'est ce que je vous disais à un moment. C'est un vrai investissement aujourd'hui, donc c'est un vrai investissement souvent public. C'est fortement subventionné pour encourager la filière. Ça a un vrai intérêt pour les longues distances. Faut être très clair. C'est un vrai intérêt pour les longues distances. Aujourd'hui, autant pour une voiture, la question se pose, autant pour les poids lourds, par rapport à cet effet massique, ça semble très difficile de prévoir 3 tonnes de batterie sur un camion. C'est pareil, il faut les transporter les 3 tonnes et ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc autant être sur un système, un vecteur énergétique un peu plus puissant. Voilà. Je crois qu'elle sera dispo. Je ne suis pas capable de vous le dire, Malo. Mais je pense. Oui, on va essayer. En tout cas, on la met à disposition. Oui, y a pas de... Et on la met à disposition de Clément, je pense, c'est ça le prénom. Et lui, il va la partager avec tout le monde, je pense. Ouais. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va devoir mettre fin à la présentation. Merci en tout cas pour votre participation et votre présence. Et merci Guillaume pour la présentation. Merci Jade. Merci à tous.